Du coup, aujourd'hui, on va corriger les exercices qui se basent sur la séance de la dernière fois qui est la théorie des ensembles. Et en fait, on va les faire, parce que ça m'étonnerait que les gens les ont fait. Ouais. Euh, une petite information que j'avais à dire. Non, non, pas vraiment. Donc la dernière fois, on avait vu les axiomes de la théorie des ensembles. Et aussi, du coup, on va utiliser à la fois ces axiomes-là et les règles de logique pour faire nos premières preuves qui se basent sur des objets mathématiques. Et l'exercice 1, du coup, on peut le faire à la main, essayer de trouver l'enfer que peut être de se baser sur les axiomes. On peut être un peu plus intelligent et poser ce qui s'appelle un diagramme de Vienne. C'est pas compliqué, en fait, on va dire que ceci est l'ensemble A, ceci est l'ensemble B, ceci est l'ensemble C. Et en fait, ce qu'on va faire, qui va nous simplifier toutes ces intersections, unions, différences et tout ce qu'on a ici, c'est qu'on va juste faire représenter les ensembles comme des cercles, où à l'intérieur il y a tous les éléments, et on va mettre les éléments à chaque fois dans l'ensemble où ils apparaissent, dans l'intersection des ensembles où ils apparaissent. Donc par exemple, A il contient deux éléments 0 et 1, on voit que 0 il est aussi contenu dans B, donc on va mettre le 0 à la fois dans A et dans le B. Le 1 il est que dans A et le C contient que 2. Voilà, comme ça on a un diagramme de quels éléments sont dans quels ensembles. Et comme ça, quand on devra faire des opérations dessus, on pourra plus facilement savoir en fait, à quoi ça correspond, à quelle partie du diagramme ça correspond. On n'a pas besoin de faire ça, mais c'est une autre manière de se représenter des ensembles qui peut être utile par la suite. Bien, donc l'union, donc en théorie des ensembles, il y a deux opérations principales, l'union et l'intersection. Alors l'union était un peu plus compliquée à définir, on l'avait définie avec la réunion de la paire. Voilà, ceci est l'union A union B. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... A union C, pardon. Hop. Pourquoi on le définit comme ça? Parce que on n'a pas... Alors, dans mon cours de maths de prépa, l'union était définie si A et C vivaient dans un plus grand ensemble E, et on le faisait par compréhension. C'est-à-dire, on disait c'était tous les éléments de E qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans C. Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut faire une union, on doit prouver qu'ils font partie d'un plus grand ensemble E, techniquement. Bon, on le fait jamais, mais techniquement, on a besoin de ça. Ce qui est pratique avec ça, c'est que ça utilise deux axiomes, la paire et la réunion, et qu'on n'a pas besoin de prouver que ça fasse partie d'un plus grand ensemble E. Et pour se représenter ce que c'est que l'union c'est tout simplement tous les éléments qui appartiennent à A ou à C mis dans un seul ensemble. Donc par exemple ici l'union de A ou C, là, ça va être tous les éléments qui appartiennent dans C, donc là ça va être 2, et tous les éléments qui appartiennent dans A, c'est-à-dire 0 et 1. Voilà, pas compliqué. L'union, c'est tous les éléments qui appartiennent dans l'un ou dans l'autre. L'intersection, c'est tous les éléments qui appartiennent dans l'un et dans l'autre. Donc là, A il contient 0, 1, B il contient que 0, donc le seul élément qui appartient aux deux, c'est 0. Hop. Donc l'intersection, c'est l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent aux deux, c'est pour ça que c'est quand même un ensemble. 3 privés, ou la soustraction, ou comme vous voulez l'entendre, c'est tous les éléments qui appartiennent à A qui n'appartiennent pas à B. Donc c'est tous les éléments qui appartiennent à A qui n'appartiennent pas à B, donc on va retirer en fait les éléments de B aux éléments de A, donc il ne resterait que 1. Donc pour le 3, ce serait juste égal à 1, au singleton 1. Ça s'appelle un singleton quand il n'y a qu'un seul élément, on va le revoir dans l'exercice suivant. Ensuite, il est un peu plus long le prochain. Donc P, je vous rappelle que c'est les parties. Je zoome un peu. P c'est les parties, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons possibles d'éléments appartenant à l'ensemble. Alors on peut remarquer que c'est les parties d'un gros truc, donc ce qui serait pratique c'est d'abord de déterminer quel est l'ensemble de ce gros truc avant de déterminer quelles sont ses parties. On le fait étape par étape. Oui, j'ai quelque chose que j'ai jamais précisé dans le chapitre sur la logique, parce que c'est un peu intuitif. Les parenthèses donc sont toujours prioritaires, quel que soit
l'aspect des mathématiques où on est. C'est-à-dire que si on a des propositions, c'est un peu comme l'égalité, ça doit respecter des règles, quelle que soit la théorie mathématique dans laquelle on est. En soi, c'est plus une convention qu'autre chose, mais voilà, il faut se mettre ça dans l'idée. Et donc là, les parenthèses, ça veut dire que d'abord on va faire ça, et après on va faire l'intersection avec B. Est-ce que quelqu'un veut essayer d'abord de me dire ce que ceci vaut? Bon, vous deux, je pense que... Attendez, je vais juste vous mettre... Hop, ok. Ouais. Est-ce que vous voulez me dire ce que A union C, le tout inter B, vaut? En sachant que on a ces ensembles-là. Alors, il faut que j'augmente ton son. Ça fait singleton 0 et du coup les parties de ça c'est l'ensemble nul et 0. Alors, singleton 0 pour A union C inter B. A union C c'est 0, 1, 2. Inter B, B ne contient que 0. Le seul élément qui conduit dans 0, 1, 2 et dans 0 c'est 0. Donc je suis bien d'accord. Ceci, c'est ceci. Et les parties de l'ensemble 0, c'est en effet juste ensemble vide et 0. Donc je suis bien d'accord que au final la totalité sera égale à l'ensemble du coup contenant toutes les combinaisons possibles, aka la combinaison nulle et la combinaison contenant tout. Voilà. Donc je suis bien d'accord que ça fait ça. Donc les parties, c'est la liste de toutes les combinaisons qu'on veut faire. Là, les deux seules combinaisons qu'on peut faire, c'est la combinaison vide qui est par défaut une combinaison, et l'unique combinaison qui est de tous les éléments de notre singleton. Je suis bien d'accord. Et la dernière est un peu plus compliquée. On voit ici qu'on utilise l'axiome par compréhension pour définir cet ensemble. On dit tous les... Non, non, pas l'axiome par compréhension, l'axiome par remplacement. Ici, en gros, c'est une fonction. Bon, c'est évidemment une fonction propositionnelle. Bon, bref, c'est un peu galère, mais ça n'existe pas les fonctions encore, mais c'est une fonction propositionnelle écrite sous la forme d'une fonction. Bref. Bref, c'est l'ensemble des x appartenant à B ou C, mais on va pas prendre directement le x, on va passer le x à travers cet opérateur, cette opération, et on va prendre l'ensemble des résultats. Donc, tout d'abord B union C. B union C. Bon, B union C, ça fait 0,2, je suis bien d'accord. Hop, 0,2. 8. Ensuite, là, ça va être tous les x appartenant à B union C, et on va prendre à chaque fois le complémentaire par A union C de x. Donc, ce qu'on va... alors, du coup, non, c'était un ensemble déjà. Le complémentaire... Enfin, attends, oula. Il y a un problème là, non? Ça fait ensemble vite. Non, mais il y a un problème. Plus gros. Oui, il y a un plus gros problème quand même que ça. Par contre, je comprends pas la Oui. notation Du C'est complémentaire. Ah, c'est x bar. Okay. Non, mais il y a un plus gros problème. Beaucoup plus gros. Ici, x, ça va être un élément, vu qu'il va appartenir à B union C. Donc ça va être 0, ça va être 2. Et ici, on va prendre le complémentaire d'un élément par un ensemble. Et c'est... en soi, tout est un ensemble, donc on peut. Mais du coup, là, il y a quand même un problème. C'est on dit, si on reprend la définition du complémentaire, c'est tous les x appartenant à A union C. Donc là, c'est le complémentaire par B. Donc t'as pas encore défini les sentiers, c'est ça? De quoi? Non. Enfin. Donc ensemble vide, ensemble contre l'ensemble vide. Alors l'ensemble vide, c'est un axiome. Donc oui, on l'a vu. Non, mais tu parles avec... L'ensemble de l'infini, oui, mais j'ai pas dit que encore. Définir les entiers positifs comme étant des ensembles. Bah ça c'est techniquement parlant l'axiome de l'infini qui dit que cet ensemble existe et puis après juste tu dis 1 bah c'est oméga 1, 2 c'est oméga 2, etc. etc., etc. Il y a une façon plus élémentaire de faire avec les axiomes de Peano. Voilà. Mais en fait les axiomes de Peano utilisent l'axiome de l'infini qui dit qu'en fait l'ensemble des naturels en gros existe. Tu sais, A union le singleton A. Oui. Bah ça c'est l'axiome de l'infini. D'accord. Qui dit que cet ensemble-là existe. D'accord. Sinon on n'aurait que des ensembles finis. Parce que tous les axiomes
part d'ensembles finis pour créer d'autres ensembles finis. Par exemple partie, etc., etc. Donc il faut un ensemble vide et un ensemble infini pour pouvoir construire vraiment tous les ensembles qu'on veut. Bref, le complémentaire de A par B, c'est tous les éléments X appartenant à A. Donc du coup, je sais pas pourquoi j'ai mis. Tous les éléments de X appartenant à A, tels que X n'appartient pas à B. Ça, c'était notre définition du complémentaire. Mais le problème qu'on va avoir ici, c'est que du coup, X appartient à B ou C. D'accord? Et que là, on va prendre tous les éléments qui appartiennent. Du coup, ici, dans notre cas, ça va être notre X. Ici, B, donc par exemple, si on prend 0, le premier élément, on prend X égale 0. On va prendre le complémentaire de A union C par 0. Et ça n'avait pas beaucoup de sens parce que ça veut dire que tous les éléments qui appartiennent à 0, c'est un peu moche quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter des accolades ici. Et là, ça fait plus de sens. Parce que du coup, ça, c'est vraiment un ensemble. Et on peut prendre le complémentaire d'un ensemble et pas vraiment d'un nombre. Même si en soi, ça fait sens, ça fait pas vraiment de sens. On évite en tout cas. Et du coup, là on peut commencer à travailler. J'ai pas d'erreur. Et donc c'est ensemble vide. Bah non, déjà, ça va pas être l'ensemble vide. Ok, donc B union C. B union C, ça va être 0, 2. 0, 2. Hop. On va prendre pour chaque élément qui appartienne à 0, 2, on va prendre quelque chose. Donc, on va le faire dans l'ordre. D'abord, on va faire pour x égale 0. Pour x égale 0, on va prendre le complémentaire du singleton 0 par A union C. Donc déjà, A union C, qu'est-ce que c'est? C'est 0, 1, 2. 0, 1, 2. Hop. Ensuite, on va prendre, si on prend déjà notre premier élément, on le fait pour tous les éléments dans B union C, donc on va commencer par 0. Si on le fait pour 0, on va prendre le complémentaire du singleton 0 par A union C à K 0, 1, 2. Donc tous les éléments qui sont dans A 0, 1, 2 et qui ne sont pas dans notre singleton X. Bon bah du coup ça va être juste 1 et 2. On inverse, il faut le voir comme ça. Si je prends 0, j'inverse et du coup la seule chose qui est vraie c'est 1 et 2. Donc le premier élément ce sera 1, 2. Ensuite, du coup, on fait la même chose avec 2. On prend 2, on l'inverse. Donc on prend tous les éléments sauf 2, 0, 1. Donc là, ça va nous donner 0, 1. Et voilà. C'est un ensemble d'ensembles. Et c'est normal parce que c'est littéralement un ensemble d'un complémentaire qui est un ensemble. Voilà. Donc c'est un ensemble d'ensembles où en fait chaque élément va être l'inverse par rapport à A union C. Voilà. Du coup, c'est ça. Et du coup, non, c'est pas vite. Bon, en soi, on n'aura jamais des expressions si compliquées. Hein. Ça, c'est juste histoire de bien se mettre d'accord avec ce qu'il y a. Et du coup, il y avait une erreur, c'était bien un singleton. Il y a presque des erreurs dans toutes mes feuilles d'exercice. Mais bon, ok. L'exercice 2, qui se basait sur la contradiction qu'on avait trouvée, que Russell avait trouvé sur la théorie des ensembles et qui a poussé le changement de la théorie des ensembles, on va en trouver une autre. Mais bon, en soi, on pourrait du coup reprouver celle de Russell. C'est pas ce qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de suivre l'exercice. Du coup, avant, l'axiome par compréhension, c'était pas exactement ce qu'on a. On ne devait pas dire que tous les éléments vivaient, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à un plus grand ensemble. On pouvait vraiment dire tous les x, l'ensemble de tous les x qui respectent telle propriété. Ce qui, du coup, amenait à une contradiction. Par exemple, ceci est évidemment interdit à décrire normalement. On ne peut jamais normalement écrire quelque chose comme ça. Il faut toujours préciser que x appartient à un plus grand ensemble E, ici, normalement. Pour éviter justement les paradoxes. Enfin, les contradictions, parce que paradoxe, c'est autre chose. Du coup, ici, on va supposer que c'est faux, qu'on peut très bien prendre ça, et on va essayer de retrouver du coup une contradiction avec ça, avec cet axiome-là de la compréhension. Étant donné que techniquement parlant, ceci est juste la notation pour ceci, c'est quand même intéressant de s'attarder sur cette forme. Il existe A où pour tout x, tous les éléments qui appartiennent à A, c'est tous ceux qui respectent la propriété. Et ça, c'est pour n'importe quelle propriété de arité de 1. En soi, on peut prendre une propriété de arité de n, mais
Mais comme les variables sont... la seule variable qui est vraiment intéressante ici, c'est x, et dont on aura vraiment besoin dans notre exercice, c'est x. On garde ça. Du coup, je donne juste un exemple. Vous vous souvenez à quel point l'union c'était galère? C'était la réunion de la paire A et B. Et ben, ce qui est pratique avec ça, c'est que vu qu'on n'a pas besoin de préciser dans l'ensemble général, l'ensemble univers dans lequel ça va vivre, et ben on peut directement écrire l'union comme ça. Et c'est une forme quand même bien plus claire. A union B, c'est tous les éléments qui appartiennent à A ou qui appartiennent à B. Voilà, bon, ça a l'air bien plus clair comme ça. Après, le problème, c'est que c'est pas cohérent. Bien, on va prouver les choses dans l'ordre. On va déjà prouver que pour tout x, x fait partie de x. X est partie de x. Bon, ça paraît assez évident, mais la preuve formelle est toujours intéressante. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Pour tout x dans x. Oui, pour tout x dans x. Partie de x. Pour tout a appartient à x, a appartient Attends, à x. attends, je réfléchis à un truc. Est-ce que c'est... Non, mais attends. Oui, non. X appartient... Oui, c'est vrai, ok. Dans ma tête, je me suis confus. Vous voulez essayer? Pour tout a appartient à x, a appartient à x. Pour tout A, alors... Appartient à x, a appartient à x. Bon, oui, mais après, c'est pas la... C'est pas la preuve comme on fait d'habitude, donc je vais juste l'écrire comme on fait d'habitude. Soit x. Du coup, soit x, je vous rappelle que c'est la règle de création du 1 pour tout. Du coup, on va juste réécrire ce que ça veut dire x partie de x. Donc ça veut dire que, bon, de manière, voilà, x appartient à cette partie. Donc, il nous faut déjà créer cet ensemble-là. Donc ça, c'est, je vous rappelle, la même chose. L'ensemble des parties, ça se note tous les éléments. C'était la définition un peu compliquée que je vais sortir de l'autre côté, sur l'autre écran, comme ça sera plus simple quand même. Union partie, voilà, parfait. A partie de B, ça veut dire que pour tout x appartenant à A, x appartient à B. Ok. Du coup, pour créer pour prouver que x partie de x, il faut dire que pour tout élément appartenant à A appartient à B. A appartient à B. Voilà. Ok. Ça c'est la même chose que l'affirmation A partie de B, ça veut dire que pour tout élément appartenant à A appartient à B. D'accord? Du coup, si on veut prouver que x est partie de x, il faut dire que pour tout élément appartenant à x, et ben A appartient aussi à x. Bon, ça paraît simple. Du coup, on a soit x. Donc x c'est vraiment notre ensemble général. Et maintenant, on va faire que pour tout élément dans cet ensemble général x, et ben il appartient aussi à x. Bon, ça paraît un peu stupide, mais il faut le réaliser là. Donc soit A. Donc là, c'est pour faire notre pour tout A. Ensuite, il faut préciser qu'on va supposer du coup que A appartient à notre x ici. Sup, j'écris juste sup parce que j'ai un peu la flemme. Supposons que A appartienne à x. Bien. Donc ici, on peut facilement en arriver à la conclusion que A appartient à x. Magnifique. Incroyable, évidemment. Donc, on a supposé que A appartient à x et on en arrive à la conclusion que A appartient à x. Donc, ouais. Donc, A appartient à x implique A appartient à x. Règle de création de l'implication. Dans le cas où x ne contient aucun élément, on ne peut pas supposer l'existence par A appartenant à x. On peut toujours supposer ça. Si x est l'ensemble vide, supposons A appartient à x. Après, on peut le supposer. On peut tout supposer, après t'arrives à du faux. Mais c'est pas grave. Là, on veut démontrer cette proposition pour tout x, même si x est l'ensemble vide. Oui. Et est-ce que cette démonstration marcherait pour l'ensemble vide? Bah oui. Soit A un élément, supposant qu'il appartient à x. Oui. Alors il serait... On peut... C'est les règles de création de la logique là.
tu peux toujours tout supposer. Après, si tu arrives à une contradiction, bah, tu peux tout prouver. Si tu n'arrives pas à une contradiction, bah, tu arrives à une conclusion et donc tu as ce que tu as supposé qui implique ta conclusion. Mais si ce que tu as supposé est faux, l'implication reste vraie. Ok. Par contre, du coup, je vais pas voir cette place. Bref. Du coup, ici, on a A appartient à X implique A appartient à X. Donc, ici, on a fait un soit A, donc on va pouvoir marquer pour tout A appartient à X implique A appartient à X. Ceci, ça veut dire que X est partie de X, c'est la définition de ça. Je sais pas si je peux pas scroller. Je continue après en haut. C'est le pire tableau que vous avez jamais vu, mais c'est pas grave. Donc, X partie dans X. Et on avait fait soit X, donc là il y a encore ma barre de celle-là. Donc, pour tout X dans X. Mais du coup, pour revenir à ce que tu m'avais dit, c'est ce qu'on a fait. En fait, si on voit pas la logique de la même manière quand on voit en prépa, on voit vraiment les règles de création et de destruction de l'implication du ou, du et du non qui implique faux. Et en fait, l'idée, c'est que pour prouver A implique B, tu supposes A, tu en arrives à une conclusion, et après tu retires ton hypothèse A, et du coup tu A implique B. C'est ça l'idée. Bref, on a la preuve là. Du coup. Bon, elle est un peu moche, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà dessus? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes là? Ok, good. Bien, suite. Je scrolle un peu parce que sinon il ne peut plus avoir de place. Maintenant, pour tout A, pour tout B, alors j'ai mis une majuscule pour expliquer que c'est un ensemble plus général, mais en soi c'est juste un... En soi, les deux sont des ensembles, hein, parce qu'en théorie des ensembles, tout objet est un ensemble. Mais c'est juste pour se dire que B va vraiment contenir des éléments qui sont ici A par exemple. Et A en soi, on ne va pas s'intéresser aux éléments qu'il contient. Mais en soi, tout est un ensemble. Comment on a défini égal déjà? Alors l'égalité entre deux ensembles, c'est qui contiennent les mêmes éléments. Donc l'égalité entre deux ensembles, c'est le fait que pour tout élément dans l'un, équivalent à... Enfin, pour tout élément dans l'un, équivalent à élément dans l'autre. Voilà. Et du coup, ça fait que l'ensemble vide égale l'ensemble vide. Ça fait que chaque ensemble est égal à lui-même, oui. Et du coup, tout va bien. C'est une relation d'équivalence, même si techniquement parlant, vu que les relations sont définies derrière, ça fait pas de sens. Mais c'est comme l'axiome par remplacement où on dit que c'est une fonction, mais techniquement les fonctions ne sont pas encore définies. C'est un peu un bordel. Bref. Donc pour tout A, pour tout B, A appartient à B implique que singleton A union B est égal à B. En gros, l'idée c'est que si A est un élément de B, alors l'union ne fera rien, parce que il est déjà dedans, donc ça sert à rien de lui rajouter. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'un ensemble ne contient à chaque fois qu'un seul élément distinct. En fait, c'est pas vraiment qu'il contient qu'un seul élément distinct, c'est juste que toutes les propriétés marche comme s'il contenait qu'un seul élément distinct. En soi, il pourrait en contenir plusieurs, c'est juste qu'on ne pourra jamais le savoir, vu que toutes les propriétés se basent sur l'égalité et sur l'appartenance. Bref, pour tout A, pour tout B, A appartient à B implique singleton A union B égale B. Donc, soit A... Alors là, je vais mettre du coup directement les deux soit en un. Soit A et B, soit B. Bon, là, il faudra soit A, soit B, et ça va rester jusqu'à la toute fin de la démonstration. On va supposer du coup que A implique B, A dans B, pardon, excuse-moi. Supposons A appartient à B. Ok. Donc maintenant, on doit arriver à cette conclusion. Parce qu'à la fin de notre supposition, on aura cette conclusion, et donc on aura ça implique ça, et donc on aura pour tout ça, ça implique ça.
Donc on doit arriver à cette conclusion, donc on doit démontrer une égalité. L'égalité, ça veut dire que pour tout élément appartient à A est équivalent à l'élément appartient à A. Donc bah du coup, pour tout élément, bah pour tout, c'est 1 pour tout. Soit X. Et maintenant, on essaie de prouver que si l'élément appartient à là, alors il appartient à là. Et si l'élément appartient à là, alors il appartient à là. Vous voyez un sens qui est assez rapide. Si un élément appartient à B, bah, il appartient aussi à B union n'importe quoi. Donc, si... En gros, ça, je vous rappelle que si alors, c'est juste supposons ça, alors ça. Enfin, genre, c'est juste un shortcut. Donc, si X appartient à B, alors on peut expliquer pourquoi X appartient à B ou X appartient à singleton A. Voilà, c'est un ou, donc on rajoute n'importe quoi derrière, ça marche. Et donc ça, c'est ça. Donc X appartient à B implique X appartient à B union singleton A. Tout simplement. Bon là j'ai sauté une étape, j'ai sauté l'étape que dire que je vous rappelle, mais ça on l'a prouvé dans le cours entre guillemets que X appartient à B ou X appartient à A, c'était la même chose que X appartient à l'union. Et ça vient directement du cours parce que en soi c'est comme ça qu'on le définit dans la plupart des classes. C'est juste que techniquement la définition comme elle marche pas vu que ça n'utilise pas les axiomes et tout ça, et ben on l'a défini autrement, mais du coup on a juste prouvé que ceci marchait et donc en soi on peut quand même l'utiliser. Donc ça c'est le sens 1. Donc on a prouvé que si X appartient à B, et ben il appartient à B union A. Maintenant on va prouver que s'il appartient à B union A, et ben alors il appartient à B. Supposons X appartient à B singleton union singleton A. Ok. Là pareil, encore une fois on va décomposer avec la propriété du cours et on va faire les deux cas. Parce que je vous rappelle que si X appartient à A union B, et ben dans le cours on avait prouvé que ça veut dire que X appartient à A ou X appartient à B. Donc on va faire les deux cas. Si X appartient à B, alors bah X appartient à B, tout simplement. Et si X appartient au singleton A, alors c'est un peu compliqué parce que je vous rappelle, les singletons c'est un peu galère, on l'avait défini avec l'union de la paire de deux mêmes éléments, du coup ça fait un singleton. Mais après, si je dis pas de bêtises, plus haut dans l'exercice qu'on avait fait juste avant, c'est ce qu'on avait fait juste avant. Non, c'est pas ce qu'on avait fait juste avant. Bref, je crois que c'est dans l'exercice 4 sinon. Bref, si X appartient à un singleton, bah X est égal le seul élément d'un singleton. Cette preuve est tellement simple entre guillemets qu'on va pas la faire, mais on pourrait totalement la faire. X égale A, donc X égale A. Voilà. Donc X dans B. Parce que X égale A et ici on a supposé que A appartient à B. Donc on a fait les deux suppositions du OU et on arrive à la même conclusion, donc la conclusion est vraie. Donc X appartient à B. On a supposé ça, on arrive à cette conclusion. Règle de création de l'implication. Donc X appartient à B union A, union singleton A, implique X appartient à B. Et du coup on a l'implication dans un sens, l'implication dans l'autre sens, on a l'équivalence. Je fais juste ça parce que j'ai la flemme de l'écrire en ligne. Et donc ben, on a notre propriété. On a supposé ceci, on est arrivé à ceci, donc on a cette implication. Et donc on a soit A, soit B, on a cette propriété. Et donc on a notre proposition. Encore une fois, ça reste relativement linéaire comparé à ce qu'on avait fait. Pour l'instant, le seul exercice que je considère non linéaire qu'on avait fait, c'était celui sur le dernier exercice 4 de la dernière fois où on avait A équivalent à non A. Voilà, on avait ça. Cet exercice-là, il était non linéaire et très sympathique. Là, pour l'instant, ça reste assez linéaire.
à chaque créateur, à chaque symbole qu'on voit, juste on met sa règle de construction et ça devient assez évident quand on utilise la propriété du cours. Je dis cours comme si j'étais un prof. Bref. Donc on a prouvé ces deux propriétés. Tout élément appartient à ses parties, assez évident. Et si un élément appartient à un ensemble, et ben, singleton union cet élément, c'est la même chose que l'élément. L'ensemble, pardon. On va poser A qui est égal à l'ensemble des parties. Cette propriété va être super simple à prouver avec celle-là. Pourquoi? Parce que on a prouvé que tout élément appartient à sa partie. Du coup, pour tout élément, il respecte cette propriété, vu qu'elle est toujours vraie. Il respecte cette propriété, donc tout élément appartient à A. Voilà. Tout objet appartient à A. Oui? Non? D'accord, ok. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'on a besoin de faire ça ou pas? C'est bon? Ok. Trouver B à l'aide de l'axiome de remplacement appliqué à A, tel que B offre une contradiction à l'axiome de fondation. Qu'est-ce que c'est que l'axiome de fondation? Est-ce que vous en souvenez? La formule? Non? Oui, c'est vrai. Nope. Ouais, bon, ça m'étonne pas, c'est le plus galère. L'axiome de fondation, remplacement, c'est beaucoup plus bas après les opérations. Ah, on l'a vu. L'axiome de fondation, il est là. Vous le voyez pas. Vous le voyez même. L'axiome de fondation, il était complètement galère. Mais basiquement, si on analyse un peu ce que ça veut dire, on peut en dériver ces deux propriétés. En gros, il n'y a pas de série infinie de appartenances, ça n'existe pas. On peut avoir des ensembles infinis, mais pas des ensembles... Enfin, on peut avoir des ensembles infinis d'appartenances, mais on ne peut pas avoir des ensembles infinis d'appartenances qui bouclent. Voilà, c'est surtout ça que dit l'axiome de fondation. Ici, si on a tous les objets qui appartiennent à A, il faut trouver un objet qui appartient à A, qui offre une contradiction au fait que ça ne peut jamais boucler. Est-ce que vous avez une idée? Objet contient tous les objets. Ça techniquement c'est A déjà. Ouais, bon. Oui, évidemment, vu que tous les objets appartiennent à A, A appartient à A. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si j'ai dit l'axiome de remplacement, en fait de base, je sais pas pourquoi ce qui se passe dans ma tête quand j'ai fait cet exercice. Je me suis dit que, en fait, parce que là vous allez dire, mais on a prouvé ça, ça nous sert à rien. En fait, je me suis dit, si on pose A, c'est A appartient à ses parties, du coup. Mais du coup, c'est pas nécessaire, du coup, de faire ça. A, c'est l'ensemble des X qui appartient à ses parties. On peut le réécrire, vu qu'on a prouvé ça, avec A appartient à singleton A union ses parties. Du coup, comme remplacement, on peut en fait ignorer cette partie-là de l'union. Et ici, en fait, ici, on va se retrouver avec l'exercice 3. Et ici, on a A appartient à A. Et puis voilà, c'est fini. Mais je sais pas vraiment pourquoi j'ai posé l'axiome de remplacement. En soi, c'est pas nécessaire. Du coup, cette propriété-là non plus n'est pas nécessaire. Mais du coup, on va se retrouver avec cette propriété qui est exactement l'exercice 3. Qui est juste là. Voilà. Elle nous paraît un peu étrange, mais si on regarde bien, les parties de X, c'est... Alors, je sais pas, pareil, je sais pas pourquoi j'ai mis une union, je pourrais très bien mettre une virgule là. Ça reviendrait au même. Bref. Les seuls ensembles qui ont comme partie l'ensemble vide et eux-mêmes, ça c'est ce qu'on a prouvé pour le coup dans l'exercice 1. C'est les singletons, exactement. Pour le coup, c'est vraiment ce qu'on a fait dans l'exercice 1. C'est ici? Ouais. Oui, c'est ici. On avait un singleton. Ceci était un singleton, et on avait vu que la partie, c'était l'ensemble vide et lui-même. Oui. Bon, du coup, en soi, j'ai pas forcément envie de passer sur lui. Vu que lui, on a juste en fait à prouver que ceci correspond à ce que je vous ai mis d'ailleurs dans les indications. Ceci correspond à l'ensemble des éléments qui sont des singletons.
Et à partir du moment où on a l'ensemble des éléments qui sont des singletons, bah, on peut prouver que A appartient à A, et voilà. Du coup, je vais le skip parce que le plus intéressant, c'est l'exercice 4. Lui, c'est le plus intéressant. Parce que lui, c'est vraiment des preuves. Des preuves qui sont utiles et des preuves qui vous montrent vraiment comment faire des preuves. Et qui sont pas forcément toutes faciles. Il y en a même une qui est vraiment galère. C'est la 3. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Tanguy, Moi, je viens. vas-y. Soit A, soit B. Attends, je vais prendre un document. Soit A, soit B. Supposons. Ouais. Supposons A inclus dans B et B inclus dans A. Donc A inclus dans B, donc B inclus dans A. Donc pour tout x dans A, x dans B. Et, oui, donc alors je vais mettre V pour tout x dans A, x dans B. x dans B. Et pour tout x dans B, x dans A. Or, même on peut mettre directement. Donc, même on peut faire autrement. Donc A inclus dans B, donc pour tout x dans A, x dans B. Or, A inclus dans B inclus dans A, donc pour tout x dans A. Est-ce que tu peux répéter? Ouais, non, ça peut être soit x. Soit x, ok. Or, A inclus dans B, donc x dans B. Donc, non, c'est soit x, soit x. Soit x dans, même soit x dans A. soit x, supposons x dans A. Ouais, supposons x dans A. Donc x dans B. Donc x dans B, je suis d'accord. Or B inclus dans A, donc x dans A. Ouais, non. Quoi? Mais t'as Ça déjà... Parce que comme on a mis ça, enfin comme pour tout x dans B, x dans A, donc on va dire que x dans A... Ah non mais ça sert pas. Non, je réfléchis. Ok. Mhm. 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 Non, moi je suis d'accord, pour l'instant ça marche très bien. Non mais enfin... Là tu finis ton supposant, hein. Pour moi il est suffisant. Donc x dans A plus x dans B. Ouais. Ah mais oui, je suis bête pour démontrer... Une équivalence. Pour montrer une égalité, il faut montrer que les deux côtés ça marche. Ouais. Donc supposons x dans B, donc x dans A. Je suis d'accord. Donc X dans A. je me souviens plus comment démontrer l'égalité. Donc x dans B plus x dans A. Donc on a les deux implications. Alors déjà techniquement je pourrais marquer si alors. C'est plus enfin, si alors. C'est quand même plus propre. Si. Ok, du coup on a les deux implications, donc on a l'équivalence. Ok. Oui. Donc pour tout élément appartient à l'un, c'est l'équivalent Donc appartient à l'autre. Alors on va le faire en bien. Donc pour tout x Dans B, x dans A. x dans A. Et ça c'est l'axiome de L'égalité, exactement. Elle fonctionne vraiment plus à quoi. Du coup, on a A égale B. Axiome de l'égalité. Et comme on a Et voilà. supposé au début, on fait Et bien exactement. Donc. Ah, ça marche? C'est good? Implique A égale B. Je suis d'accord. Ok, good. Je suis d'accord, ça fonctionne bien. On finit bien avec notre dernière conclusion, notre dernière preuve. Donc pour tout A, pour tout B, virgule, on a notre équivalence, on a prouvé ce qu'on voulait prouver, tout va bien. Tout va bien. Voici à quoi du coup ressemble une preuve très formelle pour le coup. De vraiment preuve. C'est good? Ouais. Voilà, écoutez, pour l'instant c'est très linéaire.
Alors voilà, là c'est la preuve où il y avait des gens qui, dans ma classe, qui n'y arrivaient pas, donc voilà, j'avais pas des gens en prépa, bravo. Où j'aurais dit, mais non, mais ils me disaient, mais c'est faux, tu peux pas dire pour tout élément appartenant à l'ensemble vide. D'ailleurs. Non, non, pour tout élément appartenant à l'ensemble vide, tu es d'accord. Ça marche Oui, bien. ok. Supposons un élément. C'est ça ou Bah, du coup, t'as une contradiction. Mais du coup, t'as une contradiction, tu vois. Mais c'est ça, en soi, t'as pas de problème à avoir une contradiction. Juste, du coup, t'as la négation. Bref, du coup, cet exercice, quand j'ai posé à la personne qui est le plus forte, enfin, une des personnes qui sont très fortes en maths dans la classe, évidemment, elle n'a pas réussi vu qu'elle connaît pas les règles de la logique. Elle savait pas ce que c'était que ce symbole. Enfin, si elle le savait, mais elle voyait pas du coup comment prouver. Mais vous allez pouvoir. Quelqu'un veut essayer? C'est linéaire, enfin ça va. Pas si compliqué. Moi je veux bien aussi. Tu veux essayer? Je te file l'axiome de l'ensemble vide et tu trouves? Je pense. Je l'avais déjà. L'axiome de l'ensemble vide. L'axiome de l'ensemble vide. Déjà la notation du coup c'est bon. Ça? Faux. En gros, t'as une contradiction. Si t'as une contradiction, t'as faux. Après, si tu peux pas. Enfin, parce que. Pas de ta faute, hein. Du coup, Tanguy, si tu veux essayer, bah, vas-y. Soit dans l'ensemble vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit A appartenant à un truc. L'ensemble de l'ensemble. Oui, donc soit A égale l'ensemble. Si tu décomposes. Non. Encore plus précis, enfin plus logique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour tout A appartenant à B? Pour tout A appartenant à B, ça veut dire que A est un élément de B. Et donc, non, je te parle plus logique. Genre, si tu le décomposes vraiment en preuve formelle comme on a fait. Parce soit A, oui, ok, soit A. Donc on va mettre supposons A égale l'ensemble vide. A appartenant. Vide, je vais le marquer avec un at. Voilà. Donc A égale l'ensemble vide. Ok, pareil, là on refait pas la preuve, mais c'est la réunion de la partie. Je sais pas si on l'avait faite, mais on pourra la faire après si vous voulez. Supposons B dans A, c'est-à-dire B dans l'ensemble vide. Supposons B dans A. Ah, okay. il y a un problème parce qu'il ne peut pas appartenir à A. Bah du coup tu dois arriver à une contradiction, ça tombe bien. Tu dois arriver à une contradiction. Soit X dans A, or A égale l'ensemble vide implique qu'il n'y a pas de X dans A. Or, pour tout X, ouais, enfin on reprend l'axiome. On va écrire l'axiome. Si on marque, alors je vous rappelle, si on marque un or, c'est en soi on fait rien de concret, juste on rappelle quelque chose pour que le lecteur sache de quoi on parle. Or pour tout X, X dans A implique. Alors ça c'est non. Je le note comme ça parce qu'en informatique on utilise souvent non comme ça et que en vrai je pourrais utiliser un moins pour faire le non logique, mais je préfère utiliser ça parce que ça fait de l'informatique et comme ça quoi. Si un jour on fait un exposé en informatique, ça marche. Et parce que le moins techniquement bah, ça veut dire un non, enfin genre. Je sais pas, je préfère utiliser le point d'exclamation, il n'y a pas vraiment d'autre signification à part il existe un unique. Ouais. Du coup non X dans B. X dans l'ensemble vide, pardon. X dans A. Non, X dans l'ensemble vide. Mais du coup, là, on peut directement marquer ça. En fait. Oui. Voilà. C'est mieux techniquement de marquer ça. Là, on marque. Donc B dans l'ensemble vide. Ouais. C'est quand même mieux. Du coup, on a pour tout A appartenant à le singleton ensemble vide pour tout B appartenant à A. Donc, pour tout A appartient à singleton ensemble vide implique pour tout B appartenant à A. Attends, je vais même pas. Ouais, moi aussi je saute des étapes, ça va pas. C'est moi qui te dis que donc soit B. Ok. Moi aussi je saute des étapes. Soit B, supposons B appartenant à A. Or A est égal à l'ensemble vide, donc B appartient à l'ensemble vide. Or pour tout X, X n'appartient pas à l'ensemble vide.
Donc, alors je vous rappelle qu'un soit X pour dans tout, B, on X peut dans le B. réduire à un... En fait, pour tout fonctionne pour n'importe quel il existe. Pour n'importe quel ensemble qui existe. Du coup, en l'occurrence, on peut, si ça marche pour tout X, ça peut marcher pour B. Et donc on a non B Dans A. appartient à l'ensemble vide. Donc B dans A implique faux. Donc on a ça et on a ça. Je vous rappelle la définition du faux que Tanguy nous a rappelé en fait. Ça veut dire que ça implique faux. Voilà. Donc on a ça implique faux, donc on a faux. En soi, maintenant on n'a plus besoin de passer par cette étape parce que vous la connaissez bien. Vous pouvez directement dire que si on a une chose et son contraire, on a faux directement. Donc là, là en fait, on a déjà fini notre phrase. On a déjà fini notre preuve. On a B appartient à A implique faux. Ici on a pour tout B virgule. Vu qu'on a affaire à un soit B, on a pour tout B. Hop, on va revenir encore une étape. Notre supposons truc A dans B implique pour tout B truc muche. Et on va retourner ça. A virgule. Et je vous rappelle que là on va juste rapidement réécrire avec des virgules. Pour tout A appartient un truc, ça s'écrit directement. Pour tout A appartient un truc implique quelque chose, ça s'écrit. On retient l'application et ici on marque ça. Voilà. Et pareil, pour tout B appartient à un truc implique quelque chose, ça serait écrit pour tout B appartenant à un truc, direct. Et voilà, du coup on a notre démonstration. Si on rajoute des donc. Oui. Juste comment on fait un il y a. Soit tu en trouves un, soit tu l'explicites et tu prouves que ça... En fait, il te faut juste un élément qui fonctionne. Après cet élément, soit tu le dis, par exemple, si tu trouves... Par exemple, si je te dis, il existe un x tel que x au carré est égal à 2. Bon, en vrai, il n'en existe pas qu'un, il en existe deux. Et du coup, c'est racine de 2 et moins racine de 2. Et ben, pour prouver ça, soit tu le dis, bah voilà, c'est racine de 2 fonctionne. Soit tu juste dis que ça existe par une autre proposition qui dit que ça existe. Par exemple, en fait, ça va être tes axiomes qui vont te donner le il existe. Par exemple, tu sais que il existe un A qui s'appelle l'ensemble vide. Et donc, si tu veux prouver que l'ensemble vide existe, et ben, tu as ton axiome. Par exemple, si tu as besoin de prouver qu'il existe cet ensemble, et ben, ce que tu vas dire, c'est que on sait qu'il existe ça. Par l'ensemble vide, on choisit alpha de vie, par l'axiome de l'ensemble vide. Oh, il y a un T à choisir. Oula. Ouais, pardon. T'inquiète pas, même au tableau, je fais ce genre d'erreur. On choisit, pareil, on sait que avec l'axiome de la paire, enfin, de la réunion de la paire, on choisit, voilà, pour être tout clair, on choisit A qui est égal à ça. Donc ça, c'est l'axiome de la paire. Et ça, c'est l'axiome de la réunion appliquée sur cet ensemble. Qui, en fait, on le marque, je vous rappelle, comme ceci. Qui est le singleton. Et maintenant, pareil, par l'axiome de la paire, on choisit C, qui est égal à la paire entre cet élément qu'on a déjà et cet élément qu'on a déjà. Voilà. C'est comme ça que tu prouves un il existe. On dit on choisit. Mais en fait, on choisit, ça veut juste dire je rappelle une propriété qui d'un il existe. Je sais que pour tout ensemble A et B, il existe un ensemble C composé de la paire des éléments. Bon, c'est un axiome. Là, du coup, voilà, il existe, il est là. En soi, donner une preuve, tu as besoin de l'expliciter parce que sinon, tu n'as rien prouvé. Mais voilà, c'est tes axiomes qui vont te donner. En fait, c'est juste tes propriétés d'y existe qui vont te donner les autres il existe. C'est pour ça que les il existe, il y en a beaucoup. Et il y en a 5, tu sais, de compréhension et tout ça, qui te permettent de créer d'autres ensembles. Donc en fait, tu peux presque tout avoir comme ensemble.
Bon, tu peux pas avoir les ensembles qui posent de problème normalement. Mais... Voilà. La démonstration difficile. De quoi? Je peux essayer. Vas-y, carrément. Je peux essayer. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, supposons pas pour tout x p de x. Alors, déjà, attends, j'écris ce que tu me dis. Parce que là, je vois pas comment... Ok, supposons... Alors, je vais écrire avec un nom. P de x. Ok. Non, pas pour tout x p de x. Ok, là, je suis plus d'accord. Ok. Parce que je m'étais dit... Ouais, enfin... Ok. Du coup... Merde, j'ai pensé oui. Donc là, on choisit x, c'est ça? Bah, t'aimerais prouver un il existe. Pour prouver un il existe, il faut le donner. Donc là, tu vas avoir du mal. Et en gros, là, pour prouver ça, il faudrait marquer on pose x égale truc et on a. Et après, là, tu prouves que ceci marche. Ouais. Donc là, ça risque d'être un peu dur. Moi, je te propose... Alors, je vais lire les indications qu'il y avait dans l'exemple. Pour le 4.3, commencez par le sens réciproque. Donc, je te conseille de commencer par prouver que il existe implique ceci. D'abord. Donc, supposons il existe un x et p de x. P de x implique faux. Alors, mon E, je peux pas vraiment le faire à l'envers, donc je le fais comme ça. Techniquement, je pourrais parce que j'ai un clavier super bien. Avec ça, là, je peux faire Yeah, je peux faire l'ensemble vide. C'est juste. Ok. Mais je sais pas comment je fais mon E à l'envers. Il existe x tel que non P de x. Ok. Je suis d'accord. Alors, du coup, supposons pour tout supposons x. Supposons x. Je sais pas, attends, non, attends. Du coup, tu essayes de prouver ça. Ouais, pardon, du coup, supposons pour tout x p de x. Alors, je vais marquer sup. Pour tout x p de x. Et du coup, on essaie de tomber sur une contradiction. Ok. Et techniquement parlant, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Techniquement parlant, c'est juste la définition du nom. Mais ok. Du coup, Alors. Ouais, non, c'est bon. S'il y a pour tout x, il y a... Attends. Mon cerveau est grillé, je crois. Okay. Bah, du coup, t'as cette un peu perdu pour les démonstrations avec les ensembles. Ok, c'est normal. Tu as une propriété avec un il existe. Donc moi déjà je le poserai. Parce que techniquement là tu as juste cette propriété. Moi du coup je mettrais on pose A tel que non P de A. Voilà. Et après, vu que j'ai cette propriété qui marche pour tout, et ben il marchera aussi pour A. Je vous rappelle que 1 pour tout marche pour n'importe quel ensemble qui existe, donc notamment A. Et du coup, on va avoir à la fois P de A et non P de A, et donc on va arriver à une contradiction. On peut mettre la ligne d'avant, P de A. Enfin, le on pose. De quoi? Le on pose, on le met à la ligne d'avant. On choisit. Non, mais je veux dire, on le met. Tu peux le mettre à la ligne d'avant, tu peux le mettre là. Mais c'est pas grave si on met après le supposons, parce que ça fait moins. Tu le mets où tu veux. En soi, ta contradiction, elle arrive après, donc. Ouais. En fait, techniquement parlant, je vous rappelle que ça, c'est rien. Il n'y a rien de concret à la fin, dans la conclusion, il n'y a rien qui va se voir. C'est juste pour dire, bah là, en fait, techniquement parlant, là on a déjà notre contradiction, là on pourrait déjà dire faux. Oui, c'est ça. Là on pourrait déjà dire faux parce qu'on dit, il existe un x qui respecte ça, et pour tout x, ça respecte ça. Donc on a déjà notre faux.
Parce qu'il existe déjà un X qui à la fois respecte ça et respecte pas ça. Et c'est quand même plus clair si on pose un on choisit en fait. On choisit A tel que non P de A. D'un pour tout, on peut toujours dire que ça marche pour A. Pourquoi je mets donc P de A ici? Enfin, genre, là pour le coup je peux pas le mettre devant parce que ça fait pas de sens, je l'ai défini après. Donc P de A. Donc pareil là je précise pas A1 P de A implique faux, etc. Là je marque directement donc faux. C'est plus rapide. Parce que là j'ai non P de A et là j'ai P de A, donc j'ai faux. Et du coup là on l'a. Donc voilà. Et du coup là c'est bon. Ouais. En fait dis-toi que pour un il existe, tu peux poser une lettre qui correspond à cet ensemble et du coup tu as la propriété qui est vraie sur l'ensemble, sur la lettre quoi. Okay. Du coup là j'ai posé une lettre qui respecte la propriété. Et la même lettre respecte aussi celle-là vu que ça marche pour tout. Et donc elle respecte ça, et donc j'ai un faux. Ok. Vélo room. C'est cool. Ok. Donc non. Donc ça implique faux. Et donc c'est la même chose que dire que non ça. Et donc on annonce ça, donc ceci implique non ça. Et voilà, on a le sens réciproque. L'autre sens est un peu plus galère. Est-ce que quelqu'un veut l'essayer? Alors, du coup je vous donne un indice. Il faut raisonner par contraposé. Parce que en fait partir d'un pour tout pour prouver un il existe, dans notre cas c'est très galère. Partir d'un il existe pour prouver un pour tout c'est plus simple. En général, partir d'un il existe pour prouver un pour tout, c'est... En fait, c'est plus simple parce que c'est dur de prouver un il existe, en fait. Là, on va partir de la négation d'un il existe. On va partir de la négation d'un il existe. Ça voudrait dire, du coup, là, il existe il faudrait prouver qu'il existe un x tel que P de x implique faux, le tout implique faux. Et que ouais. ça implique que pour tout x, P de x. Ouais. Ok, donc supposons que... Attends, je vérifie que c'est bien par contre. Attends, je reviens. Ouais. Bah du coup, non, j'imagine. Enfin, ouais. Je vais juste dire implique faux, mais ouais, ça marche. Ok. Non, mais c'est pratique de mettre implique faux direct parce qu'on peut l'utiliser. Ouais, mais après... Ouais, ok, fair enough. Supposons il existe x tel que non P de x. Tout ça implique faux. Ok. Good. Alors. Donc, c'est en général c'est bien. Oula, il y a Tanguy. Il y a des erreurs contraposées avec un E. C'est tout? Oui. Là il n'y a pas de N ou... Si, il y a de N. Ok. En général c'est bien quand même d'annoncer quand on fait un raisonnement qui est un peu différent d'un truc linéaire. Voilà. Et en général quand c'est un truc linéaire on n'a pas besoin d'autant d'étapes, mais là je mets beaucoup d'étapes pour être sûr que vous comprenez la logique mathématique, vu que c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Ok. Je vois pas trop comment faire en vrai. Là du coup tu essaies de prouver un pour tout x p de x. Est-ce que genre je peux partir de pour tout x p de x implique faux et en déduire faux et du coup en déduire que... Tu peux, mais alors, je crois pas que ce soit nécessaire. Ou est-ce que c'est... Tu peux directement faire, mais tu peux directement faire l'autre. Après là on est avec l'axiome du tiers exclu, donc
Donc tu fais ce que tu veux, l'un ou l'autre. Mais je sais pas l'autre, en fait, si ça marche. Normalement, ça devrait marcher, je pense. Ok. Mais en fait, je vois pas le faire. Genre, Après, voilà, moi j'ai fait l'exo, mais. Mais je peux le faire de manière linéaire, donc tu peux aussi. Enfin, enfin, du coup, de manière non linéaire. Enfin, genre, normalement, t'es supposé avoir deux noms là. Mais là, c'est possible de le faire si directement tu marques nom et après tu rajoutes les deux noms après par l'axiome du tir exclu. Non, je suis perdu. Désolé. Ah, ok. Pour tout x, P de x ou non P Oula, de x. attends. Pour tout x, Donc soit x, alors, P de x ou non P de x. soit x, on est. Ah, bien. P de x ou non P de x, ça c'est l'axiome du tir exclu. Ouais, je vais rendre. Ok. Supposons non P de x. Ouais, on peut marquer, supposons. Alors, Supposons non P de x. alors existe x tel que non P de x, alors faux. Alors, il existe x donc tel que. Modus ponens. Yeah! Oh là là, il connaît les noms. Oh. C'est tout? Donc, par tir exclu P de x. Non, non, P de x. Alors, P de moi, oui, c'est vrai, mais moi, ce que je ferais plutôt, c'est alors P de x. Et ici, si P de x, alors P de x. Enfin, c'est juste, c'est ce que le raisonnement que tu dis, mais c'est juste plus détaillé, avec plus de détails. Donc là, on a supposé l'un, on arrive à P de x. On a supposé l'autre, on arrive à P de x. Donc, on a P de x. Donc, P de x. Donc pour tout x, P de x. Est-ce que tu vois du coup Delroom? En fait on a rappelé l'axiome du tir exclu. Et avec l'axiome du tir exclu, ça marche comme ça la roulette. Et du coup là pour le coup, là c'est pas linéaire, on est d'accord. Mais basiquement donc soit x, du coup c'est comme pour une implication que x implique P2. Alors oui, tu parles du pour tout. Oui, quand tu fais un pour tout, c'est comme, c'est même encore plus simple que l'implication. C'est juste tu mets un soit et à la fin tu mets un donc pour tout. C'est même encore plus simple, tu vois. Un pour tout, en fait, il y a presque rien à prouver. C'est juste, tu crées une lettre et après tu la détruis, quoi. Vraiment. Mais oui, dans le sens, c'est comme une implication. Tu crées un truc que tu peux utiliser et après tu peux plus l'utiliser, quoi. Donc pour tout x, p de x. Donc on a pour tout x p de x. Alors là j'ai deux espaces, là j'en ai qu'un. Donc alors parce que c'est pas exactement ce qu'on veut ça. Ce qu'on veut c'est non ça. Du coup là on l'a déjà dans notre cours donc ça va. Ok. Pourquoi est-ce qu'on veut non? Parce que je vous rappelle qu'on fait par contraposé. Donc c'est la négation de ça qui implique la négation de ça. Donc s'il y a deux négations qu'on doit avoir dedans. Comme avec l'axiome du tir exclu. Exactement. Avec l'axiome du tir exclu, c'est pas nécessaire. Mais là, on le fait vraiment étape par étape. Mais vous voyez, là, on commence à avoir plein de raisonnements qu'on va pouvoir sauter. Et bien, c'est ces raisonnements-là qui, par la suite, on va sauter, en fait, tout simplement. Et donc, non, ça implique ça. Donc, ça implique ça. Et voilà. Et donc, on a notre équivalence. Parfait. Et ben voilà. Ça, c'est good. Vérifie juste que... Ok, c'est good, ça. Oh, merde. Oh, shit. Shit, il y avait la... Oh, fuck. Je vais essayer. Je sais pas, il y a la fenêtre... Eh ben, j'ai bien fait de vérifier. Ah, il y a la fenêtre Discord qui était sur notre prof depuis le début. Ben voilà la preuve. Je sais. Ben, bon, tant pis. Dans tous les cas, il devait avoir juste le texte à gauche. Donc ça ne doit pas poser vraiment problème. Mais j'espère que ça va pas poser problème.
Ok, la dernière. Quelqu'un veut essayer? Bello. Si on va raisonner par contraposé. Tu peux, c'est pas nécessaire, mais tu peux. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait pour comme ça, mais j'imagine que ça marche. Non, je pense pas que je vais essayer. De quoi? Je suis un peu crevé, je pense pas que je vais réussir. Je pense pas que je vais essayer. Très bien. Vas-y. Donc, A différent de l'ensemble vide signifie non A est égal à l'ensemble vide. Signifie non pour tout X. Tu peux faire étape par étape. Donc, A différent de l'ensemble vide. Ouais, ce soit A. Désolé d'être A concis, mais. différent de l'ensemble vide. Faisant A différent de l'ensemble vide. Contrôle Alt G. Yeah. Alors, non A est égal à l'ensemble vide. Grand A. Oui. Alors, non. Pour Tu tout veux- X. Tu veux action? Tu vois. Pour tout X, X appartient à A signifie X appartient à l'ensemble vide. T'es dans ton sens? Oui, T'es dans oui, le sens. oui, ça va. Attends, quoi? Non, c'est pas ça. Simultanément, c'est pas signifie. Vraiment vendu. Donc X appartient à A implique X appartient à l'ensemble vide et X appartient à l'ensemble vide implique X appartient à A. Ok, oui, pardon, oui, t'as totalement raison, c'est l'égalité. Ok, je croyais que tu. Ok. Oui, Donc oui. là on bien sûr. décompose en deux propositions. Ok. Négation de Du coup, je vais mettre un donc. En soi, ça marche très bien avec des alarmes, c'est logique. donc là Tu peux pas décomposer en deux propositions. pour tout X, X appartient à A implique X appartient à l'ensemble vide. T'as un nom. Et tout X, X appartient à l'ensemble vide implique. T'as un nom. Oui, donc le nom, les deux propositions. Non P et Q. Non P et. Oui, ok, oui, tu peux faire ça, du coup. Oui, ok. Je suis évidemment très très rigoureux. Ok. Oui, non, mais Pas parce que. d'option, mais voilà. Enfin, oui, si on utilise donc on peut se passer des plusieurs étapes. Ok. Après, on a déjà vu, mais c'est juste, c'est un peu lourd là, comme syntaxe. Mais ok. C'est laquelle qui est triviale. Celle du X appartient à l'ensemble vide implique X appartient à A. T'essayes de prouver ça. T'essayes de prouver ça, on est d'accord. Ouais, donc j'essaie de. Donc, oui, donc oui, j'ai beaucoup compliqué le truc. Je pense qu'en fait, c'est plus simple de raisonner par contraposé ou alors de. Ou alors de le faire avec tout simplement. Parce que là ça commence à devenir un peu galère. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire comme ça. Donc ça va un coup. Attends, tu peux le faire comme ça? Est-ce que tu peux prouver que ça c'est vrai? Peut-être tu peux prouver que ça c'est faux. Attends. Ah non. On peut prendre que la négation du. Enfin, le truc à droite il est toujours vrai. Oui. Et le truc à gauche il est. Donc non A et B c'est. Le truc à gauche il est toujours faux. Ah oui, mais non A et B, ouais, c'est non A ou non B. Et comme le truc à droite. Ouais, mais après c'est utilisé du coup loi là, de Morgan. ouais, c'est utilisé la loi de Morgan qui était un exo, du coup, mais ok. On peut le faire si tu veux. Non machin, Oui, non ouais. machin. Après, si on peut réutiliser. Après, c'est un peu. Genre là, c'est un gros saut dans les exos, en gros, la difficulté des exos. Mais ok. C'est non ça ou ça. Du coup, on a vu dans l'exercice juste d'avant que il existe. Ok.
Je veux que je lise l'exercice 2 pour me débarrasser du problème gauche. Ouais, Ça marche pas. l'appareil, j'imagine que tu veux. Bah, dans tous les cas, ça. Si, pourquoi pas, quoi. Tu de rajouter une proposition vraie. Enfin, on n'en retire pas. Ok. Donc on regarde le truc à droite, on montre qu'il est vrai, par conséquent. Truc à droite, on montre qu'il est vrai, ok. Dans tous les cas, il va falloir prouver les deux si tu veux vraiment quelque chose de. Parce que t'as un ou. Donc il faut que en une disjonction des cas, on vous appelle ça. Enfin, on appelle ça comme ça. On appelle ça comme ça. Et faut montrer les deux. Mais ok. Non, en fait. Alors, ouais. Je crois que vous mettez les pieds un peu dans le. Non, enfin, le truc à droite il est toujours heureux. Supposons ça. X appartient à l'ensemble vide d'un truc, X appartient à A, c'est vrai, sa négation c'est faux. Donc ça c'est faux, on a le droit d'utiliser ça ou pas? De quoi? On a le droit d'utiliser que cette comparaison est fausse ou pas? Voilà. Donc là on a négation ou faux. Enfin, ou non faux. Du coup, du coup, tu vas faire quoi? Parce que là, du coup, t'as ça. J'ai A ou B, et j'ai que B implique faux. Alors ça implique A ou faux, qui implique A. Attends, tu peux répéter? Non, ça c'est vrai, la négation est fausse. Oui, non, c'est bon, c'est pour ça. De quoi? Enfin, la proposition X appartient à l'ensemble vide implique X appartenant à A. Oui. On sait qu'il est vrai. Ah, vas-y, Bah, on peut la prouver. Hein. Sup, ça. techniquement, on l'a déjà fait dans la question de l'exercice. Oui. Alors, faux. Alors. Ça. Oui. Mais après, on l'a déjà dans la question de. Ok, du coup, on a faux. Cool. Donc, on a donc non A ou faux. Donc non A ou faux quoi? A il est. Enfin donc non A. Enfin lui la proposition gauche il appelait A. P, enfin, comme ça tu appelles A? À gauche? On a truc ou truc et le second truc il est faux. Donc le premier truc il est vrai. Ok, du coup tu fais. Ok. On n'a pas vu ce raisonnement mais il est vrai. Enfin. Attends, du coup. Tout X. Attends. Oui. Donc. Parce que en soi, je vous rappelle que c'est pas une. C'est rien de consistant. Ok, donc. Si on ramène ça. Ok. Mais je préfère le faire de manière consistante. Ok. Et de l'autre côté, si ça. Alors. Ça. Ok. Et c'était ce qu'on voulait prouver? Mais je suis d'accord que le raisonnement en 4 lignes est quand même plus simple. Du coup, donc on essaie de prouver qu'il existe un B, B appartient à A, B appartient à A, ça ci va toujours être... Donc il existe X, qu'est-ce que tu veux toujours vrai? Attends quoi? Du coup, soit X tel que ça,
Ouais, d'accord, ok, ça me va. Encore une fois, rien de consistant, c'est juste un soit. Du coup, tu veux passer par... On suppose ça faux, c'est ça? Et du coup, on prouve que... Non, on suppose ça vrai, on prouve que c'est faux. c'est vrai. C'est officiellement vrai, là. On l'a, là. Je sais pas. Si on suppose ça vrai, il est déjà vrai. Donc là, on veut montrer que ça implique que X appartient Que ceci implique X appartient à A. On a non une implication, donc on a l'implication. Faux. Donc ce qu'on peut faire, c'est supposer ça. C'est ce qu'on veut trouver, ça. Non, mais là, on est dans un raisonnement à l'intérieur de l'autre. Donc c'est un peu tordu. Mais... Non, là, on n'est pas dans un intérieur d'autre. Là-dedans. Là-dedans, on a ça. On doit prouver qu'il existe. En fait, on doit prouver que notre X ici, il appartient à A. Du coup, on va supposer que X n'appartient pas à A. On va du coup démontrer que cette implication est vraie, vu que X n'appartient pas à A. Du coup, ça implique faux. Et du coup, ça c'est faux. Et du coup, ça c'est vrai. Ok. Du coup, supposons non X appartient à A. Donc, du coup, l'implication est fausse. Soit on le marque directement, soit on marque. Attends, tu vas montrer P implique Q et tu commences par non P. Non, je veux pas montrer P implique Q. Qu'est-ce que tu essaies de faire maintenant? Je suis un peu perdu. Je veux montrer que si je suppose ceci est faux, par l'absurde, je suppose ceci est faux, et je vais trouver ce faux, parce que l'implication est vraie. D'accord. Alors soit je peux directement marquer ça et je vous dis, vous le vérifiez avec des tables de vérité que l'implication est vraie quand le premier est faux. Mais sinon, on a l'axiome. Enfin, en vrai, vas-y, flemme, vous avez des tables de vérité. Je vous rappelle que si A1 est faux, bah A implique B est toujours vrai. Donc faux. Donc il casse un peu la tête sur la ligne. Donc x dans A. Okay. Axiome du tiers exclu. Normalement ça serait non x dans A. Et donc c'est bon, on a ce qu'il nous faut. Donc on choisit X. Donc il existe X tel que X dans A. Et donc, oui, on a nous ces deux trucs. Donc pour tout A, virgule, A différent de l'ensemble vide, implique il existe X dans A. Wouh! Franchement, vive la contraposée. Ouais, la contraposée elle est peut-être un petit peu plus court. Mais en gros, c'est quand même pas mal de se forcer à faire des trucs un peu compliqués comme ça. Mais la contraposée est quand même plus courte. Je vais quand même la sauvegarder. Du coup, toi, t'avais fait comment? Contraposée. J'ai dit que t'allais faire sans contraposée. Comment ça? J'avais dit ça moi? Ou ça? Bah, t'as dit que t'avais fait la 400 contraposée. Non, la 3 sans contraposée. Non, attends quoi? Non. Bah alors là, on l'a fait sans contraposée. Techniquement parlant. Ouais. Peut-être qu'il y a une façon plus courte de faire ça sans contraposée, sans me faire remarquer. Hein. Bah, mais avec une contraposée. En fait, moi j'ai utilisé la question 3, comme je vous l'ai indiqué. La négation. Oui, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, j'ai mes feuilles quelque part, hein, mais j'ai un peu la flemme. Alors, je vais revenir au début. Je l'ai sauvegardé dans tous les cas. Je vais revenir là. X est différent de l'ensemble vide. Oui, ok. Non, ça fait pas contraposer, Donc, il faut non. supposer plutôt. Donc non A égale l'ensemble vide. Attends. Tu refais le sens direct. Attends, mais c'est peut-être par contraposé. Si je veux avoir des noms, je vais probablement par contraposé. En négation des choses. C'est probablement par contraposé, ouais. Du coup, tu veux proposer ta solution, Bellorum? Pas sûr qu'elle soit bonne. Mais crois, propose. donc,
Supposons que il existe un B tel que B appartient à A implique faux. La négation, c'est pas pour tout B, bêta. De quoi? Su- Non, on fait contraposer. ouais, soit On prend la négation de ça. Mais la négation de ça, c'est pas pour tout B, B dans A implique faux. Non, alors Si tu il a veux- mis des parenthèses. Il les a pas dit, mais les parenthèses sont là. Ok. donc soit soit A différent de 0. Ok, parce que sinon, ok. De l'ensemble de Du coup, c'est A plutôt- différent de l'ensemble de vide. Du coup, c'est plutôt, supposons. Pour Oui, tout ça. supposons supposons soit A de vide. Et du coup là, on Je peut me juste sais. choisir choisir un B qui appartient à A. Et du coup faux. Et Du coup, le- attends. ouais, c'est ça. On peut juste faire on choisit B tel que B appartient à A, donc faux. Bah non. T'as les parenthèses. Justement. Là, pour le coup, c'est un problème. Là, ton dernier opérateur, si tu veux, c'est pas le il existe. T'aurais pu, si le premier truc que t'avais dans cette expression, c'est un il existe. Mais là, le premier truc que t'as, c'est l'implication. Le truc le plus important. T'as le nom. Donc, à la limite, tu peux supposer ça. Enfin, non, tu peux pas vraiment faire grand chose. Ok, donc je vois pas trop comment faire du coup. Bah là, tu peux Mais utiliser la question 3. on peut juste- Tu peux utiliser la question 3. Tu peux dire que ceci, donc, pour tout B. Mais vu que A est différent de l'ensemble vide, pourquoi on ne peut pas juste choisir un truc qui appartient à A et en déduire faux? Alors ça, tu pourrais en maths normale et tout ça. Mais c'est un peu rapide pour nous encore. Mais en maths, tu peux totalement, hein, on est d'accord. En maths, mais en maths, là, vous faites ces démonstrations en une ligne normalement. Mais nous, on essaye de faire vraiment de manière très 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 concise. Et donc, bah, dire ce genre de choses, c'est trop facile. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu essayes de prouver aussi. Tu essayes de prouver que si A est différent de l'ensemble vide, et ben, tu peux choisir un élément qui appartient à A. Ah ouais, merde. J'ai même pas remarqué. Oui, mais du coup, c'est un peu ce que tu essayes de prouver. Donc, on va éviter d'utiliser ce qu'on essaye de prouver quand on va Mais quel est prouver. le problème du coup? Je le prouve quand même, c'est bon, non? A implique A, comme on dit. Supposons A, donc A. Exactement. Donc, toujours A. Pour tout B, B n'appartient pas à A. Ce qui est faux pour l'ensemble vide. Je sais plus comment je l'ai fait. Est-ce que je passe du temps à essayer de chercher? Bah non, ça c'est pas. Ça c'est. Non, ça c'est mes exercices pour le premier. Essayez de le retrouver. Il doit être dans un coin quelque part. Ah bah voilà. Ah bah non, ça c'est les contradictions. Où est-ce que ça va être? Alors on fait quoi? On fait A. Ah bah c'est bon, je l'ai là. Non, non, c'est différent. Où est-ce qu'il va être? Un polynôme. Yam, des polynômes. J'en peux plus des polynômes. Mais tu cherches pas? Bah, ma preuve C'est le fun, ça. qui était mais rapide. Du coup, là, juste en utilisant la 3, c'est bon, là? Alors là, on est Est-ce que c'est équivaut Ceci, tu peux. pas pour tout B. Oui, mais non, mais t'as raison, c'est déjà faux. C'est faux. on prend Non, mais bon, oui, on prend l'ensemble vide comme exemple. Donc, ensemble vide. la différence d'ensemble vide. Donc, on choisit. Donc, pas de. B. Pourquoi pour tout
Attends, mais. Ah, attends, mais. Ah, Bah, quoi? évidemment, Attends, elle non, existe. non, non, mais c'est. Pourquoi il existe pas là? Il y a un problème. Ah oui, mais j'ai oublié un soit A. Oula, j'ai oublié mon soit A au tout début. Non, attends, si, c'est ça. Soit A. Ouais, ça, c'est le problème de ma parenthèse, puisqu'il y a des parenthèses autour de tout ça. Oui, parce que j'ai dû utiliser une lettre qui n'était pas définie quand même. Soit A, donc. Attends, il existe B tel que B appartient à A. Non, il n'existe pas B tel que B appartient à A. Pour tout B. Sinon, on peut retraduire là, après le supposons, on dit donc pour tout B, Oui. donc d'après 3 pour tout B, B n'appartient pas à A. En fait, pourquoi on va pas directement utiliser Oui, mais c'est ce que j'ai déjà fait. Le 3. Il n'y a pas un abus de notation là? Oui, ok, ouais, pardon. Ah, où ça? Donc soit A, et après quand la troisième ligne, quand tu cites, supposons Ah oui. la première partie de la proposition. Ah oui, le pour tout. Supposons pour Là, tout. t'as un truc. Ouais, du coup, c'est un pour tout Mais non, X. on a- Oui, non, non, la- t'as raison. Supposons A différent de l'ensemble vide. T'as totalement raison. Oui. Oui, bah c'est bon. Bah oui, c'est bon. Ceci, l'axiome de l'ensemble vide. Donc B égale l'ensemble vide. Ouais. Enfin, A égale l'ensemble vide, pardon. Oui, ouais. Donc faux. Or, voilà, oui, donc faux. Ok, c'est bon. Ok. Ouh. Bien, on y arrive, hein. Donc On y arrive. Du coup, attends, au lieu d'avoir simple, il faut en fait. dire que A égale l'ensemble vide. De quoi? Oui, et donc par contre arrosé, donc par contre. Donc. J'en ai marre d'oublier des espaces. Implique A égale A, et donc au lieu de mettre non A différent de l'ensemble vide, tu peux mettre exactement A égale l'ensemble vide avec l'axiome du tiers exclu. Par contre arrosé, exactement. C'est juste une application qui est marrant. Ou A, non. Ok. Ah ouais, mais c'est la ligne d'après, je crois. Ou tu rajoutes pour toi derrière. Et du coup là le mon soit A qui se transforme pour tout oui. Voilà. Bon, un peu plus court que la dernière, mais un peu plus difficile dans la tête. Voilà, c'est deux preuves. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, on a deux preuves qui prouvent la même chose. Voilà. Bravo. Merci, Avec je des sais. raisonnements différents. Incroyable. Bref, voilà. Et ben voilà, écoutez. Des preuves extrêmement formelles, vous pouvez pas faire... Enfin, vous pouvez toujours. Mais vous pouvez toujours faire plus formel que ça. Mais en soi, c'est extrêmement formel comme preuve. Plus formel, en fait, on redémontre les axiomes qu'on utilise durant le truc. Je redemande. Enfin, alors non, tu vas pas démontrer les axiomes, mais tu vas démontrer les propriétés du cours, oui. Plus formel, il y a ça. Tu peux remettre, tu sommets ça à un ordinateur. Là, je prends. Oui, mais en plus, je devrais vous faire une séance sur Lean. Sur quoi? Lean. Tu connais Lean? Oui, enfin, j'aime vraiment pas ces trucs-là. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est chiant de rédiger des trucs comme ça pour chaque démonstration que tu écris. Trop. C'est marrant, j'ai cité il y a pas longtemps un exposé au Collège de France qui. Un mec qui essaie de convaincre les gens d'apprendre de. En vrai, c'est bien parce que comme ça, on est sûr que ça marche. Oui. On n'a pas oublié des cas, peut vraiment être plus sûr que ça marche. Je veux dire, Mais le prix pour atteindre cette. en fait, c'est juste le prix de comprendre comment fonctionne la logique mathématique. Prix de tout rédiger proprement. C'est chiant. T'es supposé faire ça tout le temps. Mais en vrai, je suis d'accord que la syntaxe de Lean est pas ouf. Enfin, genre, C'est pas que Lean, hein, c'est Lean. Oui, Doc, oui, etc. en général. C'est chiant. Attendez, je vais le retrouver. Math, Lean test. Donc Lean, je vais vous faire un rapide. Je t'explique rapidement ce que c'est Bellroom.
Lean, c'est un logiciel. Donc, comme tu vois, on a des règles très 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 claires sur comment fonctionnent les mathématiques et qu'est-ce qu'on peut prouver. Lean, c'est basiquement un langage de programmation où tu vas pouvoir faire des preuves mathématiques. Voilà. Et donc là, tu es sûr que ça marche. Je suis Oublie. Donc par exemple, là, on a des preuves assez basiques du style de A implique B et de A, on peut avoir B. Bon, ça c'est un peu simple. De A ou B, de A implique C, B implique C, on peut avoir C. Bon, en soi, là, c'est juste vraiment en une ligne, littéralement. Tu utilises l'élimination du OU avec les deux implications. Bref, mais voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. Là, c'est des preuves un peu... C'est pas vraiment des preuves plus conséquentes. Là, tiens, ça, c'est une preuve un peu plus conséquente. De A ou B et C, on arrive à en déduire A et B ou A et C. Donc ça, c'était distributivité du et sur le ou. Ça, on l'avait fait. Ouais. Et voilà, là, on l'a ici. On suppose... Attends, excusez-moi. Donc on suppose ce qu'on essaie de prouver, donc on suppose ça. Assume ça. Et puis après, on va utiliser la règle de destruction du ou. Règle de destruction du ou en partant de B et de C. Oui, on va faire la règle de destruction du ou sur ce petit bloc de notre et. En fait, là, on va prendre notre bloc H1 qui est tout ça. On va le décomposer en bloc gauche-droite. Et on va prendre le bloc droit de H1. Et on va faire notre règle de destruction du ou. Du coup, d'un côté, on va avoir l'hypothèse B et l'hypothèse A. Et donc, on va pouvoir prouver notre truc. Et de l'autre côté, on va avoir l'hypothèse C et l'hypothèse A. Et on va pouvoir prouver notre truc. Voilà. Bref, un exemple de Lean, là, j'ai vraiment ouvert. J'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, genre, je sais même pas d'où ça vient, ce genre de truc. C'est pour ça qu'ils aient écrit ces preuves? Non. Enfin, genre, j'ai copié des bouts de lignes d'internet et j'en ai écrit certaines d'autres. Enfin, genre, ça, c'est des exercices qui viennent de quelqu'un. Et, voilà. Et c'est très pratique. Enfin, moi, j'aime beaucoup Lean. Parce que ça nous indique vraiment dans quelle étape on est. Donc là, on a la liste des hypothèses qu'on a. Et notre but, en gros. Voilà. Chaque étape, on a la liste des hypothèses. C'est notre but qui change. Et voilà, et là il nous met preuve terminée. Bref, voilà, du coup c'est très sympa Lean, enfin moi j'aime beaucoup et on fera une séance dessus. Mais en vrai je comprends. En vrai ce qui est pratique, c'est d'avoir, mais ça se fait, hein, un code Python qui lit une preuve mathématique écrite en français et qui la transcrit en Lean. Ça se fait, ça aurait été déjà fait. Alors ça se fait. Après la question de est-ce que c'est facile ne se pose pas, c'est très compliqué. Mais bon, ça se fait, il y a des gens qui ont fait des traductions de russe anglais. Enfin, Google Traduction, c'est ça. Oui. Et en plus avec GPT-3, tu pourrais totalement, je pense. GPT-3, c'est l'IA de Elon Musk, bonjour, qui est extrêmement forte dans tout ce qui est langage et programmation. Dans tout ce qui est série de textes en fait. Pour générer des séries de textes à partir de séries de textes déjà existantes, dans le même style. Et en fait, on va lui donner plein d'exemples de traduction entre français et Lean, et elle pourrait facilement prendre une traduction. Et puis après, tu vois, tu corriges parce qu'il y aura forcément des erreurs. Mais elle est très très puissante, GPT-3. GPT-3, c'est celle qui est utilisée par GitHub Copilot. Et basiquement, GitHub Copilot, tu lui marques un commentaire et il écrit ta fonction. Mais il écrit super bien ta fonction. C'est effrayant. Il y a même des gens qui se font des mèmes où ils marquent comme commentaire find me love et qui répond Amanta, quoi. Genre ce genre de truc, tu vois. Donc c'est très impressionnant. Et je pense du coup, théoriquement, on pourrait. Ça m'étonnerait pas que d'ici 5 ans, tu aurais des outils comme ça qui sortent. En vrai. Mais ici, il n'y en a pas. Bonjour, je ferai un plaisir de le créer. En vrai, un projet qui peut être utile, hein, let's go. Pour une fois. Il y a pas mal de gens qui bossent sur des trucs comme ça. Bon, j'ai pas besoin de bosser dessus. C'est faux. Mais voilà, mais bref, c'est sympa. Et du coup, une nouvelle ère des mathématiques arrive. L'ère où on pourra être un peu plus sûr de ce qu'on fait.
Et ça, c'est cool. Un peu plus sûr. Bon, enfin, même extrêmement sûr. On est déjà très sûr de ce qu'on fait, mais là, on pourra être encore plus. Mais il y a bien des erreurs qu'on remarque de temps en temps. Il y a bien des erreurs qu'on remarque à la fois dans nos preuves, mais il y a quand même moins de chances. Parce que si on remarque une erreur dans Lean, c'est pas sur la preuve en elle-même, mais c'est sur le code du truc qui vérifie les preuves. C'est pour ça que c'est plus intéressant, vraiment, je trouve. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas les axiomes ou tout ça qui ont un problème, c'est vraiment le code qui va les lire et les interpréter. Donc en vrai, c'est super intéressant, je trouve. Et dans ce même genre d'observation, l'intérêt de l'axiomatisation des mathématiques quand une seule théorie est ensemble, c'est un peu ça. C'est ça, bah, c'est d'avoir moins de petites preuves, histoire qu'on ait plus de chances que ce soit correct. Et ben du coup, avec Lean, ce serait une étape supérieure, tu vois. Bref, voilà. Merci beaucoup d'avoir Bellorum, d'avoir été là, et vous deux, du coup. Je finis la vidéo.